Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire intitulé La Belle Rue, les principes de l'apaisement du trafic, avec moi, Stephen Kurz, et avec le soutien de ma chère collègue Sophie Simon, qui s'assoit au coin, là, qui veut nous joindre à la fin du webinaire pour vous répondre à vos questions. Moi, je travaille comme consultant de mobilité depuis un peu plus d'un an chez Mobicon. Et je suis canadien, vous entendez ça probablement par mon accent, mais j'ai fait mon maîtrise aux Pays-Bas. Après avoir mené plusieurs projets ou travaux en France, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de faire une webinaire en français pour les francophones. Et en fait, ouais, alors on va commencer par ça aujourd'hui. Alors bienvenue si vous venez de la France, la Belgique, le Canada ou d'ailleurs. Bienvenue. Ah oui, j'ai une machine pour ça. Alors, pour commencer, nous voulons vous poser quelques questions pour vous mieux connaître. Il s'agit en fait de remplir la code par là sur le site Mentimeter ou Mentimeter et vous remplissez la code. Et la première question, c'est qui êtes-vous? Vous êtes fonctionnaire, consultant ou consultante, politicien, ou vous êtes tout simplement un fan de planification ou l'urbanisme. Alors, si ça marche bien, on va voir des réactions. OK, 2 consultants ou consultantes, 3, un fonctionnaire, un fan de planification, c'est beau. Je vais attendre une autre seconde. Majorité des consultants. 5. 2 fonctionnaires. OK. On va aller à la prochaine question. Si ça marche. Et voilà, oui. Alors, quelle est votre motivation pour en savoir plus sur la modération du trafic? Une option, c'est trop d'accidents routiers, faire créer un environnement plus favorable aux cyclistes et piétons, ou trouver des alternatives aux mesures existantes que vous avez déjà chez vous, ou, ou celle-là, la première fois que c'est du contenu français de Mobicon. OK, 4. Je suis curieux de savoir c'est qui la personne qui est tout simplement curieux parce que c'est la première fois qu'on a fait quelque chose en français. OK, bon, pour la majorité des gens, c'est tout simplement ils veulent savoir des avis pour des infrastructures favorables pour les cyclistes et les piétons. Je vais aller à la prochaine. Et le troisième, c'est le dernier. L'excuse la plus fréquente. Quelle est l'excuse la plus fréquente pour ne pas introduire des mesures de modération du trafic? Alors, et celle-ci, je crois, vous avez des options. Vous pouvez remplir ce que vous voulez. Quoi que ça soit l'espace qui est là où peut-être... Ah, voilà, vous le comprenez. Trop technique, pas assez d'espace, trop cher, OK. Ça, on a déjà vu, ça c'est pas nouveau pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Attendez une seconde, un moment. Ah, voilà. Pas traditionnel. The car is king. Le coût, perte de temps pour le SM. Impact de circulation, perte de temps, car is king, stationnement. Bon, là, on a un peu une idée compliquée. Pas nécessairement, mais ça dépend du situation, bien sûr. Pour les motorisés, pas assez d'espace, ça c'est une autre. Ça, on va parler au sujet d'aujourd'hui. La société n'est pas prête. Ça, je n'ai jamais entendu. Bon, là, je vais commencer avec le webinaire, mon contenu que je vais vous présenter. Alors, maintenant que nous avons fini avec le Mentimeter, voici l'ordre du jour pour aujourd'hui.
Alors, en premier, je vais vous parler de l'histoire de l'apaisement du trafic aux Pays-Bas. Ce n'est pas tellement une nouvelle chose aux Pays-Bas. En fait, c'est seulement 50 ans en fait, que ça existe aux Pays-Bas. Alors, ce n'est pas comme c'est une grosse histoire. Mais je vais donner un peu de contexte. Après cela, on va discuter comment on commence avec l'apaisement du trafic sur le niveau de réseau. Et ensuite, on va parler de l'apaisement du trafic au niveau de la rue. Alors ça, c'est plus des concepts de design. Et on va commencer. Alors, le contexte hollandais. Dans la photo de la gauche, au gauche, oui. Vous êtes aussi, oui, c'est la même gauche. Comme vous pouvez voir ces deux images, l'une de la gauche est faite dans les années 60 ou 70, je crois, et il y a des tas de voitures. Mais ces deux photos sont en fait la même rue. À la droite, je crois que c'est une photo prise dans les 2010-2015. Et il y a beaucoup qui a changé. Mais ce n'est pas tombé du ciel, ça. Alors, ce n'était pas toujours un paradis du vélo aux Pays-Bas. Dans cette graphe ici, vous voyez que le taux de mortalité jusqu'aux années 70, en fait, c'était pas mal haut. Il y avait une hausse, en fait. Et là, en 70, à peu près, il est continuellement allé en bas. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est dans 1973, je crois, oui, 1973, le gouvernement néerlandais a décidé à adopter une nouvelle approche proactive pour résoudre ce problème, parce qu'il y avait beaucoup de décès. Et dans les années 80, ils ont rendu compte qu'il fallait faire même encore plus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de faire une politique qui s'appelle Duurzaam Veilig. En anglais, ça c'est Sustainable Safety, et en français, on pourrait le traduire comme... bon, qu'est-ce que je l'ai traduit? Je l'ai traduit comme sécurité durable. Mais c'est vraiment composé des changements infrastructurels, mais aussi éducationnels. Mais c'est tout simplement une différente façon de penser. Parce que la rue, d'après ce point-là, était un système séparé. Mais après, dans le système de Sustainable Safety, la rue est une partie de l'espace public. Alors, ils ont vraiment fait un travail pour assurer que les gens moins physiques capables, les gens handicapés, les gens plus vieux, les enfants, ils ont tous une place dans la rue. Ils ont une place sauf, sécuritaire, sûre, pour déménager, pour se déplacer, mais aussi pour rester. Et ça, on va discuter dans un autre dia qui vient. Et ça, c'est aujourd'hui toujours la politique qui est utilisée aux Pays-Bas. Ils ont naturellement fait des ajustements et changé beaucoup de choses. Et ça, c'est une évolution. Ce n'est pas fixe. Mais ils ont resté avec ce politique ici. Et jusqu'à maintenant, ça marchait, comme vous pouvez voir. Alors, le contexte néerlandais, ce n'est pas tombé du ciel. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. C'était un système qu'ils voulaient, ils ont décidé, aussi avec du résistance, mais aussi avec le support de le public. Jusqu'au niveau réseau, mais aussi sur le niveau de la rue. Et ça, on va discuter dans les prochaines minutes. Mais ils ont basé ce concept, ce politique, sur 5 principes fondamentaux. Le premier, c'est fonctionnalité. Ça, c'est hiérarchie de route. Ça veut dire que les routes, les réseaux et l'infrastructure est fait d'une manière que la taille, la vitesse, leur poids des véhicules, ils sont pas trop le design de rue, c'est fait pour ses poids et pour ses largeurs et pour ses vitesses. Alors, par exemple, les camions et les piétons, ouais, ils vont pas ensemble. Une personne, c'est 60-80 kilos, et un camion, c'est 3000, plus que 3000. Et la vitesse aussi.
Ça, c'est vraiment une simplification, mais on va voir plutôt à quoi ça signifie. L'homogénéité, c'est un deuxième principe, et ça va avec des usagers similaires. Ça, c'est similaire avec fonctionnalité, mais fonctionnalité, c'est plus le design de l'infrastructure. Homogénéité, c'est que si je marche sur la trottoir, il ne va pas avoir une auto à côté de moi. Alors, les gens qui utilisent la même infrastructure sont similaires de la façon qu'il paraît et aussi la façon qu'il bouge, qu'il se déplace. Troisième, et ça c'est souvent négligé, c'est la prévisibilité. Alors, ça va avec la standardisation de l'infrastructure. Alors, si l'infrastructure est différente à chaque ville ou en chaque quartier, là, vous avez des problèmes parce que les gens peuvent ne pas le préviser ce qui se passe dans un quartier et un autre. Alors, la standardisation ou la prévisibilité pour les usagers, c'est vraiment important. La quatrième, c'est l'indulgence. Ça, il fallait que je le traduise de néerlandais et l'anglais, mais l'indulgence, c'est s'accommoder pour... Oh, il manque un C là. S'accommoder de l'erreur humaine. Alors, nous ne sommes pas parfaits, on fait des erreurs, on fait des fautes, mais vous pouvez faire le design de l'infrastructure d'une manière où on peut s'accommoder pour ces erreurs. Vous ne pouvez pas éviter complètement ces erreurs, mais on peut s'accommoder. Ça, j'ai un très bon exemple plus tard dans mon présentation pour ça. La cinquième, c'est la sensibilisation. Et ça, il s'agit de l'éducation, puisque les gens, le gouvernement, la communauté, la municipalité, ils connaissent tous ce que ça veut dire un vélo-rue, par exemple. En France, au Québec, ce n'est pas très commun, mais si on dit ça aux Pays-Bas, je pense que la majorité des Néerlandais connaissent au moins l'idée d'un vélo-rue. Et ça, c'est les 5 principes. Mais c'est basé sur quelques principes, ces 5 principes, mais il y a un peu d'un contexte scientifique, en fait. Alors, cette image ici, dans cette graphe, vous voyez que sur l'axe horizontal, on a la vitesse en kilomètres à l'heure et le risque de mortalité sur l'axe vertical. Sur l'axe vertical, on voit qu'à peu près à 30 km à l'heure, il y a une croissance exponentielle de la risque de mortalité après 30 km à l'heure. Et vous voyez à la droite la photo de la petite fille. Ça, c'était un avertissement, je crois, en Lancashire, mais c'est aussi en Leeds, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, ça ne fait rien où ça vient, mais le fait, c'est que ça montre très bien la différence entre blessure physique la différence entre 30 km à l'heure et 50 km à l'heure. Et leur système, Sustainable Safety, leur système, ils ont une répartition de base de hiérarchie routière. Et ça, c'est l'hiérarchie typique néerlandaise, y compris les limites de vitesse de chaque. Mais parce qu'aujourd'hui, on va parler uniquement d'un environ urbain, ces deux ici sont vraiment ce qu'on va discuter aujourd'hui. Les autres sont surtout dans des environnements ruraux et ce n'est pas vraiment un effet, en fait, parce que quand c'est dans un environnement urbain, ça, c'est les deux vitesses qu'on va utiliser. Mais ces deux vitesses-là, ce n'est pas seulement les Pays-Bas qui les utilisent. Il y a aussi le guide néerlandais de conception de la sécurité routière qui utilise ça. Et CEREMA a en fait presque le même tableau que je vais vous montrer ici. Alors, si vous demandez dans quelle situation le trafic doit être mélangé ou séparé, ceci est vraiment utile. Comme vous voyez, avec le petit cadre jaune là, au-dessus de 30 km à l'heure, séparé. Presque toujours séparé, sauf
si les volumes de trafic sont moins de 4000 véhicules par jour. Et là même, vous pouvez avoir une discussion si c'est la meilleure décision. La seule différence avec la version néerlandaise, c'est que, en fait, le tableau est que le nombre auquel un service de réseau cyclable à haut débit est dû est plus bas aux Pays-Bas. Alors, ils ont mis de 750 cyclistes par jour au lieu de 2000. Mais ça, c'est en fait un détail. En tout, le tableau est vraiment efficace. Mais on pourrait se demander comment ils ont fait ça, comment ils ont sorti de ça. Bon, ils ont utilisé un peu de psychologie du trafic. Eh bien, c'est une question de psychologie de circulation, en fait. Alors, ici, on a l'escalier de Mondelman. Il a fait des recherches et ont montré qu'entre 30 et 60 km à l'heure, les gens, ça dure 6 minutes avant que les gens veulent conduire plus vite. Entre 50 et 80, c'est 9 minutes et ça va, et d'abord ensuite. Alors, ça peut être très utile quand on va faire la conception du réseau, et ça on va voir dans la prochaine dia. Alors, ici vous voyez que c'est là encore où le principe de hiérarchie entre en jeu et démontre également l'importance de la planification au niveau du réseau. Chaque type de route est accessible dans les délais notés, dans celle-ci. Dans les recherches de Mondelman, alors ainsi une voiture sur une route d'accès circule pour 6 minutes pour se rendre dans une rue distributeur et ensuite route prioritaire, ça c'est 9 minutes entre les deux. Et le système néerlandais est fait d'une manière que ceci marche, pas tout le temps bien sûr, mais la majorité du temps c'est la manière donc que ça fonctionne. Cela permet aussi de calmer la circulation dans les rues de ces quadrants. Alors, les quadrants verts ou jaunes, je ne peux pas le voir. Alors, ça aussi a un effet sur l'apaisement du trafic. Ou une autre chose, en fait. Et ça évite aussi, ça élimine le besoin d'un système complexe d'infrastructures cyclables dans ce cadre-là. Parce que si les voitures roule seulement à 30 km à l'heure, en fait, il ne faut pas le séparer, les cyclistes des voitures. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, en environ 2017-2016, on voit que les décès sur les routes, ils montent encore. Pourquoi? On ne sait pas exactement, mais si on lit dans les médias, dans les revues de mobilité, on peut faire des hypothèses. On voit qu'il y a une diversité croissante de véhicules. Et ça, on voit, je crois que ça c'était Paris, aussi quelque part dans la France, Montréal, Paris, Belgique. Et ça complique les choses. Ces nouveaux véhicules de micro-mobility, des scooters, des monowheels ou monoroues, en fait, ils ne s'intègrent pas tellement facilement dans la système existante. Mais chez Mobica, nous avons mis au point une méthode qui, selon nous, pourrait régler ce problème. Pour le bien comprendre, il faut retourner au cours de physique, ou au moins une loi de physique pas mal simple. Et ça, c'est l'énergie cinétique. Comme vous pouvez peut-être recevoir, l'énergie cinétique, c'est un produit de masse et vitesse. Alors, cette graphe ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà calculé les masses. La vitesse est sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, on a l'énergie cinétique. Et bien sûr, avec plus d'énergie cinétique, plus un accident sur la route est grave. Alors, naturellement, le camion, le bus, camionnette, moto sont les plus lourdes. Alors,
il peut aller à 120 km à l'heure, 150 parfois, ou 200 même. Et là, les dommages pendant une collision, c'est même plus grave. Mais quelque chose comme marcher, courir, ou les scooters, le vélo, c'est un peu dans les deux. Mais ce qu'on peut faire avec ce graphique ici, c'est on peut faire des familles. Alors, on a une famille piétonnière, une famille de vélos, famille de VML, ça c'est des véhicules de moteur léger, et une famille d'automobiles. Je n'ai pas inclus bus, en fait c'est automobile, mais métro, parce que c'est sur des rails, c'est un peu quelque chose de différent, mais on va voir ça bientôt. Alors, vous pouvez organiser ces familles dans un tableau comme ceci. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait même. Et même développer des différents schémas pour des rues basées sur ce tableau. Les familles sont divisées par véhicule, alors A, B, C, D, E, F, ce que j'ai montré dans la dernière slide, et aussi par vitesse. Et avec vitesse, je veux dire vitesse atteignable. Ça veut dire la vitesse à laquelle un véhicule peut normalement rouler sans des modifications illégales ou d'efforts excessifs. Et c'est un peu étrange parce qu'on fait ça déjà avec des voitures, avec l'auto. Il est toujours possible de conduire plus lentement avec un vélo, avec une trottinette, avec un camion. Ça ne fait rien. Ils peuvent tous conduire moins vite. L'avantage, c'est aussi tous les nouveaux véhicules qu'on voit sur les rues, les scooters, les monorues, ils peuvent tous s'intégrer dans ce schéma ici. Il faut tout simplement savoir leur poids et leur vitesse. Et là, vous pouvez en fait créer des schémas de rue selon ce système. Mais ce système ici, on a fait pour un rapport séparé, et je vais le montrer dans une minute. Mais ça peut se sommer comme ceci. Il s'agit de trouver un équilibre entre la circulation et la place. Alors, circulation, enfin, un peu plus en bas, mais ça ne fait rien. Alors, restez dans une place, vous allez à le café pour boire quelque chose, ou se déplacer, parce qu'il faut ensuite retourner chez vous, mais aussi à un niveau de réseau et un niveau local, en fait. Et souvent, ça c'est quelque chose qui soit négligé dans les pensées des municipalités, non seulement au Canada ou en France, aussi ici aux Pays-Bas. Et c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir. Alors, cet rapport ici, c'est en néerlandais, c'est aussi disponible en anglais, je crois. Oui, en anglais et néerlandais. Et ça va beaucoup plus en détail sur ce sujet. Et c'est aussi gratuitement disponible en ligne. J'espère qu'après le webinaire, on peut vous fournir avec un lien à le rapport. Bon, le prochain sujet pour aujourd'hui, c'est commencer au niveau du réseau. Pour l'apaisement du trafic, ça c'est quelque chose qui est souvent négligé parce qu'on pense, OK, je vais mettre un ralentisseur là et bon, c'est réglé. Non, en fait, si les volumes sont trop hauts, c'est effectivement un problème du réseau. Mais en premier, il faut toujours commencer avec la qualité spatiale. Alors, on pourrait dire, bon, maintenant, il faut une route pour les camions ici. Non. Qu'est-ce que vous voulez comme des qualités spatiales? Ça s'agit des fonctions des immeubles, des groupes cibles. Pour qui? Pour qui est la rue? Qui vient dans ce ville ou ce quartier? Une variation au fil des jours, de semaines. Alors, est-ce que les gens viennent seulement pendant la journée, ils retournent chez eux les soirées? Et assez accessible et la sécurité physique et sociale. Est-ce que c'est dangereux pendant la nuit? Là, il y a l'identité.
actuel, alors est-ce que la ville est connue comme une place de voiture ou est-ce que c'est une place pour sortir, pour aller boire un café ou une bière avec vos amis, ou est-ce que c'est plus business, c'est plus une quartier d'affaires? Ça c'est, ah merci. Ça c'est aussi une gorge d'eau. Ça c'est aussi quelque chose de tenir en compte. Oui, et localisation dans la ville. Est-ce que c'est un quartier, un arrondissement, c'est toute la ville? C'est en fait l'identité et la fonction de cette place, c'est quoi? Alors, dans notre système, vous le voyez, bon. On utilise une méthode qui s'appelle le zonage spatial. Et en effet, c'est très simple. C'est d'assigner des zones spatiales à différentes places dans votre quartier, ville, safrien, dans votre communauté. Alors, dans cet exemple ici, vous voyez qu'il y a une zone résidentielle, centre-ville, parc, zone scolaire. Et là, vous allez assigner des vitesses à ces zones spatiales. Alors, évidemment, vous n'allez pas assigner une vitesse de 60 km/h dans une zone scolaire. Ça, on ne veut pas, naturellement. Bon, alors, après que vous avez fait ça, oh oui, et les deux exemples, ça c'est en fait des exemples qui ont déjà sont faits, je crois, non, je ne peux pas dire où c'est, mais c'est aux Pays-Bas, et ça vient aussi de notre rapport de Verkeer in the Stad, que j'ai juste montré, et la raison pour laquelle on a appelé cet webinaire « La belle rue », parce que ça c'est comment on va l'appeler en français. La belle rue, en anglais, on l'appelait The Good Street. Ah oui, j'ai la machine pour ça. Alors, pour la conception du réseau, on peut le faire par chaque famille. Alors, on commence avec A, ça c'est marché, les piétons. B, ça c'est vélo-esque, alors pas seulement les vélos, mais les autres véhicules qui ont un peu la même taille et poids et vitesse des vélos. VML, ça c'est les véhicules de moteur léger. Ils ont un réseau unique, ça c'est à noter. Les automobiles et les camions, ou plus l'industriel. Alors, là, ce qu'on a, c'est un réseau basé sur les zones spatiales. Et ça, c'est vraiment important parce que là, les réseaux de transport sont basés sur ce qu'on veut de l'espace urbain. Et non seulement parce qu'il faut des camions dans ce quartier ici. Mais il y a bien sûr des conflits possibles. Alors, en haut à gauche, parce qu'ici, je crois que le conflit, c'est qu'on a des camions ou des... Ah non, en fait, il faut que ça soit des voitures. Mais il y a une route qui va à travers une section du centre-ville qui est dédiée aux piétons. Et là, on a 4 options. On peut ajuster l'itinéraire. Alors, ça, c'est le premier en haut à la gauche. C'est qu'on va le fermer. On va le fermer des autos. C'est uniquement pour les piétons. Le deuxième, c'est qu'on va diviser la zone centrale ou le centre-ville. Alors, c'est en fait coupé en deux par la rue. Ça, c'est pas uniquement... Alors là, vous avez le désavantage que la zone spatiale soit divisée en deux. Évidemment, on ne veut pas s'asseoir à côté d'une route très occupée en train de boire une vin ou une bière avec nos amis. On préfère qu'elle part calme. Mais c'est aussi une option. La troisième, c'est des travaux infrastructurels. Et ça peut être un tunnel, un pont. Mais le désavantage de celui-ci est bien sûr que c'est vraiment cher. Mais c'est une option. Si l'argent est là et on veut le faire, c'est une option. Et la quatrième, qui est souvent le cas ici, aux Pays-Bas, c'est qu'on réduise la vitesse. C'est-à-dire,
c'est imposé non seulement par la signalisation, mais aussi le design du route, la conception. Et ça, on va voir dans la troisième partie de présentation. Alors, la signalisation n'est pas assez. Il faut aussi changer la conception de la route. J'oublie toujours que j'ai ça dans ma main. Bon, la troisième item pour aujourd'hui, c'est l'apaisement du trafic au niveau de la rue. Et un concept de garder en tête, c'est le design montre le chemin. Juste comme au niveau du réseau, au niveau de la rue, le design montre le chemin. Alors, la vitesse est déterminée par la conception de l'espace public, juste comme au niveau du réseau, et non par le véhicule conduit. Vous pouvez voir que ça, c'est précisément ce qu'on a déjà fait sur le niveau de réseau, et on va le faire au niveau de la rue. Je vais vous montrer quelques exemples typiques hollandaises, généralement limités à la vitesse, non, celle-ci au moins est généralement limitée à la vitesse de 50 km/h. Et parmi les éléments de conception que vous allez remarquer, et peut-être, citons l'asphalte ici, l'asphalte rouge sur les pistes cyclables, les briques à la gauche, ils ne sont pas tellement clairs à la droite, mais à la gauche. Quoi d'autre? Oh oui, aussi les briques au centre de la chaussée, ça c'est vraiment important parce que ça c'est une rue bidirectionnelle et c'est en fait particulièrement remarquable parce que bien qu'elle divise encore la rue, elle illustre clairement qu'elle est bidirectionnelle, ça c'est une chose, mais les conducteurs ralentissent inconsciemment car ils ne veulent pas rouler sur les surfaces rugueuses des briques. Et parfois, cette bande des briques au centre, parfois c'est plus large, parfois c'est plus mince, mais c'est une stratégie qui est souvent utilisée aux Pays-Bas. Pour les routes d'accès, ceci est un exemple d'une banlieue typique hollandaise. Et normalement, c'est limité à 30 km/h. Quelques éléments de conception, l'étroitesse de la rue. On voit, je crois que ça c'est peut-être un peu plus large que 5 mètres et demi, 5 mètres, 5,5 mètres. Le trottoir bordé d'arbres pour assurer qu'il y a une certaine séparation entre le flux des automobiles et les piétons. Et une qui est aussi subtile, mais que j'aime vraiment, c'est les allées à l'angle droit. Alors, si vous voyez où l'auto noir là, est stationné, l'allée est un angle droit et non ouvert. Et ça s'assure que ça oblige les autos qui rentrent à ralentir davantage à l'entrée. Alors, ça, c'est aussi une conception ou un design de l'apaisement de trafic. C'est très subtil, mais c'est vraiment effectif. Et aussi la surface, les matériaux. Alors les pavés, en tant que matériaux de surface, ils jouent aussi un rôle, car ils ne sont pas aussi lisses que l'asphalte. Alors les autos, ils vont le sentir. Ils vont aussi inconsciemment ralentir. Une troisième, qui est vraiment unique aux Pays-Bas, je crois, peut-être je ne l'ai jamais vue dans un autre pays, mais c'est une zone d'accueil, mais en néerlandais, c'est le Woonerf. Et dans cet exemple, vous voyez que c'est vraiment étroite et c'est aussi pas linéaire. Il faut faire des tournées et c'est un courbe. Et c'est express. C'est vraiment fait express. La limite de vitesse dans cette région ou dans cette sorte de rue est à 15 km/h. Mais comme vous voyez dans la photo, c'est vraiment pour seulement les gens qui vivent là et les piétons et les cyclistes, comme ça, les petites filles en train de faire la vélo là. Là, je vais vous montrer un exemple de avant et après. Cette rue ici, c'est en Groningen. C'est au nord du Pays-Bas. Et là, ça, c'est peut-être dans les années 90, 80, quelque part là. Et la priorité est clairement pour les autos est destinée au mouvement du trafic, le flot du trafic.
La limite de vitesse, je ne suis pas sûr, mais je peux deviner que c'est entre 50 et 60 km à l'heure, même si c'est peut-être signalé de 30 avec signalisation. Et nous pouvons aussi constater que c'est une place où les pitons aiment se promener, aiment se marcher, aller au magasin ou faire leur épicerie. Alors, parce qu'il y a des magasins et des restos. Et à un moment donné, les municipalités, ou la municipalité en fait, Groningen, la ville a décidé que l'activité dans la rue ne correspondait pas à la conception de la rue. Et elle l'a donc transformé en ceci. Alors je crois que cette photo est prise dans les années 2010-2015, dans les derniers 10 ans. Et maintenant, nous avons une atmosphère espace protégé pour les piétons. Il y a toujours une séparation, c'est encore bidirectionnel, mais parce qu'il n'y a pas de séparation au centre, les voitures vont inconsciemment rouler plus lentement parce qu'ils veulent garder de l'espace entre eux-mêmes, les vélos. Et c'est en fait les vélos qui déterminent probablement la vitesse sur la route. Alors, quand que c'est peut-être 50 km à l'heure signalisé, ou avec du signalisation, c'est probablement les vélos qui guident la vitesse pratique qui est actuellement faite. Et ouais, alors ça c'est un très bon exemple d'une amélioration de la rue. Mais ce n'est pas seulement dans des milieux urbains que ça se fait, mais aussi des milieux ruraux. Alors, comme vous voyez ici, il y a des pistes cyclables à deux côtés. C'est une rue bidirectionnelle. Ils ont aussi la séparation des briques au centre. Ça, c'est très commun aux Pays-Bas. Alors, l'excuse que nous sommes une communauté rurale, ce n'est pas vraiment valide parce qu'ils font ici aussi dans des communautés rurales. Et l'excuse européenne, parce que ça, j'entends beaucoup que bon, nous sommes au Canada, aux États-Unis, ça ne va pas marcher parce que nous ne sommes pas un milieu européen avec des belles petites ruelles. Non, ils ont aussi fait au Canada. Ça, c'était un projet en Colombie-Britannique, en Canmore. Et ils ont aussi fait une piste cyclable. On ne peut pas vraiment le voir dans cette photo, mais il y a aussi des designs d'apaisement de trafic, comme des chicanes. Et je crois que la rue est 30 km à l'heure. Alors, l'excuse des montagnes ou l'hiver, ce n'est pas aussi valide. Ce n'est pas d'excuse. Et maintenant, je vais discuter un peu plus en détail des outils de conception. Ça, c'était des exemples, mais maintenant, on va vraiment regarder à des outils. J'aime vraiment cette image ici parce que c'est vraiment subtil. Les briques sont la même couleur, mais ils sont installés d'une orientation différente. Et il y a plus d'espace sur les briques à la gauche. Alors, à la gauche, on voit qu'il y a plus d'espace. Ça, c'est pour les autos. Et à la droite, c'est pour les vélos. Et parce qu'ils sont placés d'une manière horizontale, c'est plus lisse pour les vélos. Et les autos vont le sentir à gauche. Ils vont le sentir pas grosse bosse, mais ils vont naturellement ralentir à cause de l'infrastructure comme il est. La prochaine, c'est l'étroitesse. Ça, on a déjà vu dans les exemples un peu, mais ça a un gros effet sur la vitesse des autos et comment vite ils roulent. Ça, c'est beaucoup d'exemples néerlandais ici. Aussi une grosse variation entre en haut à la droite, c'est plus urbain, à gauche, c'est plus banlieue. Et normalement, c'est 5 mètres. Il y a aussi 4,8 qui se fait aussi. Et tous ces exemples sont bidirectionnels et mixtes avec les vélos. Là, il y a un exemple de déflexion verticale. Ça, c'est un exemple, c'est un ralentisseur. Et s'ils sont placés à chaque 60 à 80
mètres, pas centimètres. C'est beaucoup plus efficace. S'il y a un, on va continuer et on va rouler à 60 km/h. Ça ne fait rien. Mais s'ils sont placés à chaque 60 mètres, ça va. L'exemple en bas à droite, c'est en fait un exemple c'est un spot publicitaire d'une compagnie d'assurance néerlandaise. C'est une blague, mais c'est pas mal bien connu, mais dans lequel la voiture ne peut pas passer sur la bosse ou le ralentisseur. Alors la dame elle sort ses épiceries de la voiture, et la voiture monte un peu, et il peut se passer, et les remet dans la voiture. Ils vont, et tous les gens sur la rue regardent avec confusion. Mais le fait, c'est que c'est un autre outil qui peut être utile, et je crois que c'est très commun au Canada et aux Pays-Bas et la France. Un autre exemple, c'est des chicanes. Ça, c'est en fait des déflexions horizontales. Ouais, c'est des déflexions horizontales. Et aussi comme déflexion verticale, c'est très simple à installer. On a utilisé ça au Canada, en Allemagne, je crois, aux Pays-Bas, c'est très normal. Mais je veux noter que l'exemple en bas à la gauche, ce n'est pas un très bon exemple. Parce que vous voyez que c'est seulement la peinture. Il n'y a pas de barrière physique pour arrêter ou assurer que les voitures vont aller autour de l'objet. C'est tout simplement de la peinture. Alors ça, ce n'est pas assez. Il faut que ce soit un objet. En fait, ça fait rien si c'est une pierre ou peut-être une jardinière. Ça marche, ça fait rien. Très similaire, c'est les rétrécissements. Un peu comme un chicane, mais des deux côtés et en la même place. Je sais que ça existe en France. Je l'ai vu live. Peut-être aussi au Canada. Peut-être ça fait un peu longtemps, mais je n'ai pas remarqué. Et ça aussi peut se faire avec une jardinière, un bloc béton, une poteau. Il y a beaucoup d'options, mais c'est très efficace aussi. Un autre exemple outil, c'est un barrage, tout simplement un barrage. Mais celle-ci a moins d'effet sur les vitesses et plus d'effet sur les volumes. Alors si on veut guider le flot de circulation d'une autre direction, ils sont très efficaces. Et ils peuvent aussi s'agir comme un filtre modal. Alors, pour les vélos, en haut à la à la gauche, on voit ce filtre modal était dessiné uniquement au bus. Et ce mec ici est manifestement resté coincé. Celle-ci, j'aime vraiment bien. Ça, c'est un exemple des entrées. Et ça, tu vas voir tout autour du Pays-Bas. C'est vraiment subtil, mais si vous êtes intéressé dans cette chose, vous pouvez aller sur Google Maps et voir très clairement que ça, c'est un exemple. En haut, à droite, vous pouvez voir un exemple d'infrastructure indulgente. Alors ça, c'est quoi je voudrais dire avec des infra indulgentes. Ils auraient pu couper le coin de cette bordure à un angle droit, mais ils ont consciemment fait le choix de le couper d'un angle plat et de l'aplatir, qui le rend plus indulgente ou agréable pour non seulement les voitures, mais aussi les usagers moins comme des vélos, les gens plus vieux avec un handicapé. Cette sorte d'exemple, c'est des petits changements qui peuvent vraiment faire une différence. Avec ces entrées ici, vous pouvez aussi faire une différence avec l'hierarchie de la rue. Et ça, c'est mon dernier exemple, ça commence d'être plus en plus populaire aux Pays-Bas, c'est la vélorue. Surtout dans les régions où le nombre de cyclistes est très élevé. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'évitent pas les voitures. Les voitures ils peuvent aussi rouler ici.
mais ça les traite comme des invités sur la route, en fait. Ce qui signifie que les cyclistes ont la priorité et que les voitures, s'ils veulent passer, non, il faut attendre en arrière des cyclistes et rouler à leur rythme. Alors ça, c'est tous les outils que j'ai à partager. Je crois qu'on va prendre une pause de 5 minutes. Ça va? Vous pouvez chercher un café, un verre d'eau, et on retourne dans 5 minutes avec ma chère collègue Sophie Simon, avec une ronde de questions et réponses. À bientôt!
Salut. Bienvenue de retour. Alors, je ne sais pas si peut-être il y a quelque chose de mal allé avec les questions ou les personnes ont. C'était vraiment clair, il n'y a pas de questions. Mais je pense qu'il y avait une question qu'on va répondre et ma collègue Sophie Simon va le répondre pour vous. Est-ce que vous voulez le lire peut-être? Oui. Donc la question c'est, c'était de comment on peut convaincre les chefs d'entreprise que oui les gens, si on par exemple enlève des embarquements et on fait qu'il y a plus de gens qui vont en bicyclette. En bicyclette alors. Est-ce que c'est la question que si on enlève le parking, voilà, c'est notre écran. Comment convaincre les chefs d'entreprise Ah, c'est là. que la suppression du stationnement ou le ralentissement de la circulation automobile n'affectera pas la réussite de leur entreprise. Ouais. Donc, je crois que ce qu'on voit déjà maintenant dans des autres villes, c'est qu'en effet, ça c'est pas le cas du tout. C'est souvent les gens qui marchent ou qui vont en vélo qui dépensent plus d'argent dans les magasins du quartier. Et je crois que j'ai lu récemment qu'il y avait une étude de Londres où maintenant aussi ils ont fait beaucoup de trucs pour les gens qui marchent plus et prennent plus de vélo. Et là, en effet, ils ont vu que les gens qui vont en vélo ou à pied, qu'ils dépensent 40% de plus que les gens qui vont en voiture. Donc, je crois que cette peur que les gens ont souvent, que les gens viennent seulement en voiture pour acheter quelque chose, c'est en fait pas... C'est une mythe, en fait. OK. Voilà. Est-ce qu'il y avait... Mélissa, est-ce qu'il y avait des autres questions? Non? Nay? Bon, en tout cas, merci pour abonner à notre webinaire aujourd'hui. Et j'espère, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un message à moi ou Sophie ou Mélissa ou info@mobicon.nl. Est-ce que, Marianne, you can put the slide up? Yeah, voilà. Alors, voilà nos adresses courriel. s.course@mobicon.nl ou s.simon@mobicon.com. Et j'espère que vous avez profité de le webinaire en français de Mobicon. Merci. Ciao.